Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Eh oui, toute l'équipe de Time Sport est là. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. En ce mercredi 8 septembre 2021, on sera là durant 1 heure pour parler de l'actualité sportive avec le France-Finlande d'hier soir. Eh oui, en terre rhodanienne, Griezmann brille et Benzema donc acclamé. Florian Mérien qui nous revient tout droit de Tokyo, médaillé par équipe de bronze à ces Jeux Olympiques Paralympiques. Mais nous serions aussi avec toute l'équipe pour un peu fantasmer sur ce 3-4-3 français, sans oublier Memphis Depay, la carrure pour porter les Blaugrana, le FC Barcelone. On parlera aussi de tennis avec l'US Open, sans oublier la trêve est-elle trop longue? C'est le sujet tant abordé sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, le standard était ouvert durant 1 heure, c'est le 01 53 48 3000. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir, pour m'accompagner, on aura notre consultante, la ravissante Frédéric. Comment ça va, Frédéric, qui fait sa rentrée? Bonjour Bilal, bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous pour débriefer le match de l'équipe de France qui gagne enfin. Eh oui, et ça gagne. Ça fait sourire peut-être, Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie? Ça va très bien, mais apparemment, moi, je ne suis pas ravissant. Donc, je crois que c'est réservé à Frédéric. Mais non, c'est un nos consultante. Oui, quand même, pas de jalousie. Ça fait même sourire Achille qui nous écoute ce soir. Et on a aussi Louis-Marie, Juan José Dorado qui fait aussi sa rentrée comme Frédéric. Comment ça va, Juan José? Muy bien, buenas tardes a todos. Et je le confirme, Frédéric est beaucoup plus ravissante que notre collègue. Alors, on va s'attarder sur le premier sujet avec nos réalisateurs. Yanis, toujours de la partie. Time Sport, le sujet des sociaux. Eh oui, ça fait tant parler, mais Deschamps, après ce France-Finlande, on ne doit, je cite, pas sauter au plafond, Frédéric. Encore heureux qu'on ne doive pas sauter au plafond. On bat la Finlande qui était quand même assez faible, qui a dû tirer 1 ou 2 fois au but. On restait sur 5 matchs sans victoire, donc je pense qu'il faut quand même pas commencer à bomber le torse. Il faut retenir les leçons de cet Euro raté. Je pense que c'était un match qui est bon pour la confiance. Cette équipe de France devait gagner pour conforter sa place de leader dans ce groupe de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Les joueurs ont montré de l'envie. On a enfin vu un peu de jeu, parce que ça manquait ces derniers matchs. De la confiance, et puis voilà, on a vu du caractère. Ouais. Attention, ne nous enflammons pas. Attendons de voir les prochains matchs. Et puis quand il y aura aussi des blessés qui vont revenir, le système de jeu, ça va être... Ouais, Louis-Marie. Alors, disons que je rejoins tout à fait Frédéric, il faut pas s'enflammer du tout. Mais au-delà de ça, je trouve que ce match, il pose autant de questions qu'il apporte de réponses. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un Griezmann qui marche bien, et comme le disait Simonet, quand Griezmann va bien, son équipe va bien. Donc ça, c'est le baromètre de l'équipe de France. Mais au-delà de ça, on a vu une équipe de France qui marchait dans un système qu'elle pourra peut-être pas reconduire. On a vu une équipe de France, une animation offensive qui a marché sans une de ses armes absolues qu'il faudra forcément intégrer à ce schéma. Donc, est-ce que Didier Deschamps a plus de réponses après ces 3 matchs qu'il en avait avant? Je suis pas sûr. Ouais. Donc, et quand on parle de jeu, moi je voudrais dire quand même, moi je m'enflamme pas non plus parce que c'était par intermittence. Il y a eu quelques éclairs, des beaux petits mouvements, des petits jeux à 3 qui étaient très sympas. Enfin bon, on leur a pas roulé dessus non plus. Ça a été de manière, on va dire, il y a eu des hauts et des bas. Voilà. Et effectivement, en face, c'était faible. Ouais. Alors c'est paradoxal quand même que ce soit l'étranger qui va défendre l'équipe de France. Pourquoi pas? Il faut. Mais que voulez-vous? Non. Quand même. Les Bleus, champions du monde entier. La première leçon de ce match, c'est qu'elle rassure l'équipe de France. Après 5 matchs sans victoire, elle rassure. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on va faire avec Mbappé quand Lucas va revenir, quand Pavard va revenir, etc. Kanté, etc. Donc effectivement, ça pose beaucoup de questions. Mais la première chose, c'est ça, c'est que ça rassure l'équipe de France, qui avait fait des très mauvaises prestations, avec des équipes qui n'étaient pas non plus beaucoup meilleures que celle de la Finlande, parce que face à la Bosnie, c'était pas non plus terrible. Donc ça, c'est la première des choses. Après, effectivement, et là, force est de constater, le système qui a été employé par Didier Deschamps ne pourra pas l'être avec un Mbappé, avec un Lucas, un Pavard, etc., parce que c'est pas leur façon de jouer, et donc il va falloir effectivement repenser cette équipe avec les nouveaux qui vont revenir, et ceux
qui commence à intégrer l'équipe de France. Parce que ça, c'est une deuxième chose assez importante, c'est que ça a permis à un certain nombre de joueurs d'avoir des minutes de jeu, de faire venir des jeunes qu'on ne faisait pas venir en équipe de France. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce que moi, je défends depuis la fin de l'Euro 2016, mais depuis le Mondial 2014 déjà, que l'équipe de France aurait dû commencer à se renouveler. C'était déjà... Il n'a pas fait parce qu'il gagnait. Parce qu'il mais c'est une équipe... Alors là, t'es reposé un peu. T'es un petit peu dur, voilà. L'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde. L'équipe de France qui est championne du monde, elle est très jeune quand elle gagne la Coupe du Monde. Donc elle s'est renouvelée par essence. Alors après, je suis d'accord qu'il y a des nouvelles têtes qui arrivent. Moi, je retiendrai principalement Théo Hernandez, mais même si Tchouaméni est très bon aussi, mais Tchouaméni, je vois pas où tu le fais jouer vu qu'il a le même rôle que Pogba, donc il viendra nécessairement après Pogba. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a peut-être trouvé la doublure de Pogba au cas où. Voilà. Ça sert à ça de le faire venir. C'est très important. Ça sert à ça. Voilà, on a trouvé une doublure. La vraie bonne pioche, c'est peut-être en revanche qu'on a un vrai latéral gauche, parce que avec tout le respect que j'ai pour Lucas Hernandez, ça n'est pas un latéral gauche à mes yeux. Pour moi, c'est un axial gauche qui est très fort défensivement, que j'aime beaucoup, et d'ailleurs dans un schéma à 3 je le verrais très bien axial gauche, mais certainement pas latéral gauche, ce que peut très bien faire son frère. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. La réalité, c'est que pour que ce schéma soit reconduit, parce que ce schéma finalement il réglerait plein de problèmes, ça permet de faire jouer les 3 devant dans l'axe, parce que Mbappé peut remplacer Martial, potentiellement on peut y croire, ça il devrait y arriver, parce qu'il n'a encore pas marqué beaucoup de points celui-là, mais bon, bref. Au milieu, ça marche bien, mais la vraie question de ce schéma, c'est que si à gauche on a du monde avec Ferland Mendy, Théo Hernandez qu'on vient de voir, et pourquoi pas Ryan Aït-Nouri, dont on parle pas beaucoup, mais qui est un sacré joueur en Angleterre, attention, très 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 bon jeune. Donc on a du monde à gauche, à droite c'est le désert. Et tu peux pas faire jouer un 4-3-3 ou un 3-4-3 pardon, si t'as pas un latéral énorme à droite, enfin un gros latéral. Je suis désolé, j'aime bien Dubois, c'est un gentil garçon, mais il n'a pas le niveau international pour être aussi haut. Alors, Frédéric, avant de passer à Griezmann, de toute façon, on et Benzema, un latéral droit qui a le niveau de l'équipe de France. Donc moi je pense que, comme disait Louis-Marie et Juan José, on ne pourra pas reconduire ce système assez facilement quand les titulaires en puissance vont il faut accepter un point faible à droite, c'est chaud. Ça devrait être compliqué. Je te trouve quand même un peu dur avec Martial, parce que pour une fois, je trouve qu'hier, il a fait une prestation honorable. Autant d'habitude, Martial, c'est le désert. C'est ça, autant dans ce système de jeu, je trouve que Martial, c'est plutôt bien illustré. Mais à l'arrivée, ce sera Mbappé. T'es l'attaquant de pointe 3 fois d'une équipe de France et tu marques un but, et un but vraiment chanceux, parce que on est d'accord que Martial est là par hasard, mais hier, il a fait une prestation très correcte. Mais c'est pas l'ensemble de l'équipe. Mais c'est pas ce que j'attends d'un mec. Dubois également a fait un match assez solide. Donc je pense que sa première mi-temps, elle est pas bonne à Dubois. Je pense que la plupart des joueurs ont été au niveau, ont été concernés, parce que souvent on voyait des individualités, certains concernés et d'autres complètement désintéressés. Là, j'ai vu un collectif, on a vu des joueurs qui voulaient jouer ensemble, qui ont montré une certaine force de caractère, et je pense que c'est un minimum. Deschamps, on l'a vu embrasser Griezmann quand il il était heureux. Lui aussi, il avait Griezmann, il excelle dans l'axe. Non, mais il excelle. Alors, le cas Griezmann. C'était avant qu'il se coupe les cheveux aujourd'hui. Mais non, Frédéric, quand même. N'oubliez pas qu'il a été présenté donc mais je pense qu'il est l'Atlético Madrid. Ils ont besoin de l'apprendre à le connaître. Ça m'étonne un peu. Non, mais quand il est dans l'axe, Griezmann, c'est le maître de cette équipe. Il distribue les ballons, il combine parfaitement. On a vu son entente avec Benzema, ce qui m'inquiète même un peu pour Mbappé, parce qu'on attendait depuis longtemps la connexion du trio. On l'a pas trouvé depuis qu'ils jouent ensemble. Par contre, là, avec Mbappé en moins, on a vu un duo formidable qui se comprend parfaitement, qui parle la même langue, le football, et on a vu que c'était un match techniquement exceptionnel. Je vais te couper là-dessus. Je suis d'accord avec toi, ça a marché. Mais la véritable question, c'est comment on peut faire fonctionner ce duo si on n'occupe pas les ailes. La réalité, c'est que généralement, dans un 4-3-3 classique, ce sont les attaquants qui occupent les ailes. Et tu sais très bien que Mbappé ne veut pas occuper l'aile, que Griezmann ne sait pas le faire. Enfin, c'est vraiment gâché. J'en parle même pas de Benzema qui n'est pas fait pour jouer sur une aile. Donc, il y a un moment, c'est l'avantage du 3-4-3, c'est que justement, tu peux les enlever de ces rôles de côté et les laisser dans l'axe où ils ne se marcheront pas dessus, parce que le jeu sera écarté par d'autres. Mais encore une fois, la réalité, c'est vrai. C'est avant de partir du côté du standard. Des latéraux comme les Théo Hernandez, effectivement, qui est capable d'aller très loin, qui est capable de faire des centres. À ce moment-là, tu as 3 attaquants dans l'axe, il y a du monde dans l'axe qui peut marquer. Donc ça, c'est vrai. Et le système d'hier n'est valable que face à une équipe comme la Finlande. Face à une équipe techniquement beaucoup plus aguerrie, avec ce système-là, la France se fait bouffer.
C'est la réalité, parce qu'ils sont capables de sortir très rapidement, avec une équipe beaucoup plus forte que ça. Donc, le système ne sera pas reconduit, sauf avec des équipes faibles. Et puis, on a eu de la chance quand même hier. Faut remarquer, c'était pas le cas face à la Bosnie, par exemple. C'est-à-dire que la Finlande n'a pas mis concernant dans le cas l'axe de Kylian beaucoup Mbappé. de défenseurs. Oui. Et donc, ce qui a facilité les choses pour les attaquants. Merci. Le 01 53 48 3000. Et on a un auditeur qui nous appelle depuis Dubaï. C'est Achille. Bonsoir Achille. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très très bien, parce qu'on doit parler aussi du cas de Kylian Mbappé. Bon, allez, sur l'équipe de France, avec vous, on vous écoute. Un petit mot rapide. Hier, effectivement, comme le disait Juan José à un instant T, c'est vrai que le système de jeu qui a été mis en place, il a été favorisé par l'équipe adverse, donc la Finlande. Néanmoins, je tenais aussi à préciser que pour une fois, j'irai dans le sens de Frédéric, à savoir que Anthony Martial a fait une très bonne prestation pour moi. Le trio offensif Martial, Benzema, Griezmann, c'est un trio de joueurs altruistes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils cherchaient pas forcément à obtenir la lumière, mais ils cherchaient à jouer collectivement parlant. Donc forcément, ça a été une belle animation offensive. Ouais. Néanmoins, alors, ça reste un petit peu quand même léger. En ce qui concerne certains postes, comme le poste de latéral droit, ou comme le disait aussi Louis-Marie, Diego Dubois, il est là très probablement, je sais pas, peut-être pour faire le quota, ou on se pose la question pour quelle raison il est là en équipe de France, quoi. Quand même. Il est limite, c'est vrai, il a raison, Achille. Il est d'accord, c'est pas possible qu'aujourd'hui, quand on passe de potentiellement d'un Lilian Thuram, on peut passer d'un Willy Sagnol à Léo Dubois. J'aurais été curieux de voir Lilian Thuram dans une défense à 5 aussi haut sur le terrain, ça aurait été drôle à voir. Mais Willy Sagnol, je suis d'accord avec toi, on en parlait avant hors antenne avec Frédéric, c'est vraiment c'est le dernier grand latéral droit offensif qui nous est venu en tête pour l'équipe de France. Dieu sait si ça remonte. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Après, là, il y a quand même il y a eu l'appel de Mukiele qui a été quand même assez intéressant, je trouve. Mais tu le vois jouer à 5 ? Tu le vois jouer aussi haut, toi ? Oui. Oui, à Leipzig, il joue aussi à 5. Il a cette habitude-là. Je vois pas pourquoi il pourrait pas, absolument pas être. En tout cas, faudrait qu'il soit testé. En puissance. On est d'accord que face à Dubois, il peut prendre la place. Ça, je suis pas trop inquiet. Mais sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, mais même Bilal Nenman pourrait prendre la place de Dubois aujourd'hui. Mais quand même. Alors, Frédéric. Respect à Dubois à ce niveau-là. Et puis surtout, on a quand même une équipe de France qui était championne du monde et pas forcément avec des mecs exceptionnel à tous les postes. Je pense que c'était la force de cette équipe, justement. Mais tu peux pas faire le coup deux fois. Un Pavard qu'on a vu à un niveau auquel on n'a jamais revu. Donc je pense que on pourrait, comme dit Louis-Marie, on peut pas forcément le refaire le coup deux fois, mais je pense qu'on peut avoir un joueur moyen ou deux joueurs moyens au niveau des ça on est d'accord, mais ça dépend ça dépend de l'animation que tu mets. Si on arrive à avoir un équilibre suffisant. En 3-4-3, tu ne peux pas avoir des joueurs moyens sur le côté. C'est le gros problème de cette animation. Effectivement, quand tu joues à 4 derrière, tu peux mettre 4 défenseurs centraux et dire on ferme la boutique, comme a fait Deschamps. Du coup, au moins t'es sécure. Bon, moi je tends à penser que ça marche quand t'as pas été champion du monde. Quand t'es champion du monde, t'es attendu à un autre niveau, t'es attendu dans la maîtrise, et c'est compliqué d'être double champion du monde sans maîtriser ce que tu fais. Faudra pas rêver en pensant que l'équipe de France va continuer à jouer à 3 derrière. Après, si vraiment il veut installer effectivement ce système, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de pouvoir jouer à ce poste-là de piston droit, et faut pas l'oublier, et je reste persuadé qu'il a sa place potentiellement, au moins on pourrait le tester. En l'occurrence avec Jonathan Klaus qui fait une très bonne saison du côté de Lens. On a pas mal de réactions là. La saison dernière. C'est une grosse inconnue, Jonathan Klaus. Une grosse inconnue. C'est le moment de l'essayer. Il a jamais joué la Coupe d'Europe. Il s'est jamais confronté au terrain. Il faut l'essayer, le Achille. Il faut arrêter. À ce niveau-là, on va pas essayer tout le monde. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire que oui, il n'a pas joué l'Europa League, il n'a pas joué la Ligue des Champions, donc il ne peut pas jouer. Mais c'est un critère essentiel pour Deschamps, on le sait. Parce que à compter du moment où tu as un collectif, où tu as la possibilité d'intégrer un joueur, on l'intègre, on n'a pas dit forcément, on l'installe directement, on l'intègre. Il côtoie le niveau international. Et si on peut lui donner sa chance et qu'effectivement il répond présent, il n'y a pas de raison, même s'il ne joue pas la Ligue des Champions, pourquoi on ne le prendrait pas ?
On a des personnes qui réagissent justement. Allez, Malik, magnifique acteur, un grand monsieur qui nous écoute dès qu'il sort de tournage. Malik, un fervent supporter de cette émission qui est Tam Sport. On a aussi Mourad, voilà, qui passe le bonjour à Toubou Fadek. Voilà, ça fera plaisir ça aussi. Ah, Yacine, on revient sur avec Achille, il reste avec nous au bout du fil. La différence de niveau entre les 2 premiers matchs et le 3e. Eh oui, Frédéric, Juan José, Louis-Marie. Non, moi j'ai trouvé cette équipe. Elle est réelle. On va pas trop. La différence de niveau, elle est pas abyssale. Ouais. Par contre, je pense que l'implication était supérieure. Je crois que les joueurs, ils ont compris au bout d'un moment qu'il fallait quand même. Je crois qu'ils avaient un peu la peur au ventre quand même. Qu'ils étaient. Il y avait de l'enjeu. Voilà, il y avait de l'enjeu, qu'il fallait quand même conforter cette première place. Parce que attention, tu peux finir en barrage rapidement pour la Coupe du Monde. C'était l'adversaire direct qu'il fallait mettre loin. Tu te retrouves dans les cordes. Et mentalement, tu commences encore à cogiter. Et même du côté de Deschamps, qui a déjà perdu, je trouve, un petit peu de son aura, ça pouvait être compliqué. Donc je pense que cette équipe s'est complètement remobilisée, que ça soit de l'entraîneur aux joueurs et puis au niveau de toutes les lignes. Mais sinon, par rapport aux autres matchs, je pense que c'est ça la différence. Moi, j'ai pas trouvé ça formidable. Je trouve que c'était pas beaucoup mieux. La différence face à la Bosnie, c'est déjà la Bosnie a des grands joueurs. Parce qu'on dit que c'est pas bien meilleur, mais malgré tout, quand tu vois, ils arrivent à faire des différences à 2 entre Pjanic qui tire des coups de pied arrêtés toujours formidablement bien. Et mon son m'échappe. Dzeko, merci, qui met un but tout seul. Faut quand même dire ce qui est, parce que sinon on l'aurait gagné ce match. Si Dzeko fait pas son numéro, il y avait personne en Finlande capable de faire ce type de numéro-là. Donc ça, c'est une première chose. Et puis je crois que cette équipe de France, effectivement, pour rejoindre Frédéric, elle s'est mise en position de phase finale. Là, il fallait éliminer un opposant direct à la qualif. La Finlande était la deuxième de la poule. Il fallait la mettre à distance raisonnable. Ils se sont sortis les doigts, désolé de l'expression, mais c'est ça. Ils y sont allés parce que c'était un match important. Je pense que c'est juste l'enjeu qui a fait la différence. Ouais. Mais le fond de jeu, pour moi, il n'est pas beaucoup plus brillant. On a vu une équipe solide avec 2-3 individualités devant qui ont marché ensemble et qui ont combiné. On aura. Alors, on a une réaction aussi de Boula, notre consultant. Un test réel dans un petit mois, puisque la France va jouer la Belgique en demi-finale de la Nations League. Ça sera pas la même histoire. Là, ça va pas être pareil. Voilà, là, on va pas dans le 3-5-2, c'est fini tout ça. Joueur prometteur. Oui, vas-y. Donc voilà, donc il y a effectivement des différences entre les 2 premiers matchs et le 3e, qui était pour se rassurer, mais qui n'était pas fameux non plus vu la qualité de la Finlande. Cela dit, voilà, donc voyons ce qu'ils sont capables de faire pendant ce mois qui reste encore pour affronter la Belgique, parce que là effectivement, on va complètement, on va voir quel est effectivement le niveau actuel de cette équipe. Tu dis plus de 3-4-3 et je suis d'accord pour les raisons que j'ai exposées, mais malgré tout, si tu changes de système, tu te retrouves avec les mêmes problématiques d'embouteillage au milieu et personne qui anime les côtés. On joue comment si on joue pas comme ça? Qui va animer les côtés? Face à la Belgique, tu vas jouer avec 4 derrière. Face à la Belgique, je me dis qui va animer offensivement? De toute façon, ils vont devoir resserrer. Et Didier Deschamps aime bien fermer le jeu. Mais là où je rejoins complètement Louis-Marie, c'est on se dit ça va encore être l'embouteillage. Comment ils vont réussir à créer du jeu? Ils risquent de se retrouver, comme on l'a vu dans les matchs précédents, ils vont avoir du mal à faire le jeu, à faire des passes, à combiner ensemble. Et finalement, si tu marques pas de but, tu peux pas battre l'équipe adverse. Donc je pense que cette équipe risque d'avoir de grosses difficultés contre la Belgique. Boula, Frédéric nous disait, il avait bien le potentiel pour jouer dans le haut niveau. C'est pas parce qu'il a pas fait la Ligue des Champions, ni l'a remporté cette Coupe d'Europe, qu'il peut pas jouer au haut niveau international, appelé tout de même. Appelé à 16 ans en Coupe du Monde. Non mais d'accord, on parle de Jonathan Klaus. Achille était toujours avec nous. Moi je suis pas trop d'accord avec Achille dans le sens c'est quand même c'est Boula qui l'a lancé ça aussi, tout comme c'est un joueur de 28 ans qui est encore RC Lens, qui joue en Ligue 2 il y a pas longtemps. S'il était si fort que ça, alors je veux bien que tous les recruteurs soient des nazes, mais qu'est-ce qu'il ferait encore à Lens s'il était un cran dessus? Parce que s'il était du niveau de l'équipe de France, c'est qu'il était un cran au-dessus très largement de son équipe. Moi je le vois bien, les joueurs qui performent en Ligue 2, ils y restent pas longtemps. Regardez le petit jeune Bayo de Clermont, il a performé en Ligue 2, tous les clubs de Ligue 1 étaient dessus cet été, il partira à 15-20 millions l'été prochain. On fait une courte pause. Merci Frédéric, Louis-Marie, vous restez avec nous, avec Juan José, chers auditeurs et auditrices. On revient rapidement avec le pongiste Florian Mérien. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. On va poursuivre l'émission. Et oui, de Time Sport, on le rappelle, 20h, 21h du lundi au vendredi avec toute l'équipe. Ce soir avec moi, c'est Frédéric, notre consultante, avec Louis-Marie et sans oublier Juan José. On aimerait parler aussi, parce que les auditeurs, mais aussi les personnes sur les réseaux sociaux nous parlent beaucoup de ce système de jeu. Eh oui, le système de jeu 3-4-3, Louis-Marie. On en a beaucoup parlé. Un peu plus, quoi. On en parle beaucoup.
Alors, moi, je pense que ce système de jeu, potentiellement, alors déjà, première chose à dire, c'est pas comme un système à 4. Dans un système à 3, il faut travailler énormément. C'est un système qui se travaille beaucoup. Ouais. Donc, voilà. Donc il faut l'installer. C'est pas quelque chose qui s'improvise. On l'a bien vu à l'Euro. En revanche, il règle beaucoup de problèmes parce que défensivement, on se retrouve avec un trio. On a beaucoup de talent en défense centrale. Ça serait beaucoup plus simple d'intégrer des Koundé, des Upamecano, des Lucas Hernandez et des Pavard qui reviendraient à leur vrai poste, ceux de défenseurs centraux, mais plutôt défenseurs centraux dans une défense à 3. Donc ça marcherait très bien au niveau de la défense centrale. On l'a dit, ça marcherait très bien au niveau de l'axe en attaque, parce que ça permettrait à Griezmann d'avoir beaucoup de liberté au milieu, à Pogba d'en avoir pas mal aussi. Donc ça combinerait bien, et de laisser Benzema et Mbappé s'amuser. Mais on a ce gros point d'interrogation qui est le côté, parce que la réalité de ce schéma, c'est qu'il marche très très bien quand il a des très très forts latéraux. Ces forts latéraux, on les a à gauche, pas de problème, mais on les a pas à droite, et c'est l'interrogation. Bien sûr. Et si je suis d'accord qu'on peut avoir dans une équipe un point faible, un point un peu moins fort, dans ce schéma-là, ça ne peut pas être le latéral. Frédéric, on poursuit avant de rejoindre notre invité. Face à des équipes, comme on a vu hier, la Finlande, avec plus d'adversité et puis des équipes qui, sur les côtés, sont beaucoup plus fortes et posent beaucoup plus de problèmes à l'équipe de France, je pense que ça peut être assez limité. Et de toute façon, Deschamps n'a pas beaucoup d'alternatives. Donc à ce niveau-là, il va falloir faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et ce qui va nous permettre de gagner. Donc je pense qu'il va peut-être partir sur ça s'il arrive à incorporer les titulaires qui sont blessés et voir ce que ça donne. Mais si déjà contre la Belgique, il reconduit pas ce système-là, je pense qu'il va peut-être pas aller très loin avec ce 3-4-3. Reste à voir ce que cette équipe de France donnera, en tout cas pour nous, amoureux de cette équipe. Et oui, des hommes de Didier Deschamps, on l'espère. Pourquoi pas un nouveau sacre du côté du Qatar en 2022. On y fera plaisir. Ouais, on n'y est pas. On n'y est pas. Ouais, on va se calmer. De finale à l'Euro, on s'est quand même fait balayer alors qu'on était très confiants. Donc on va attendre. On est confiants et nous accueillons pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM Florian Mérien. The Special One. Eh oui, le réalisateur voulait déjà terminer l'émission, mais en tout cas, nous non. Bonsoir Florian, comment allez-vous ? Bonsoir, très bien, merci, et vous ? Nous, ça va très très bien, on le rappelle, Pongis du club handisport d'Argentan dans l'Orne, et vous revenez des Jeux paralympiques, Florian, de Tokyo, avec cette médaille de bronze qui vous va à merveille à vous, par équipe. Et oui, justement, un plaisir, et même honoré, quoi, de par cette médaille. Ouais, évidemment, c'était des jeux un peu particuliers, puisque sans public, sans famille, etc. C'est un peu bizarre, mais très heureux d'avoir gagné cette médaille avec les copains et voilà, heureux de revenir en France et avec cette belle distinction. Juan José. Alors, déjà la première question, vous félicitez parce que c'est les 4e Jeux Olympiques pour vous. Vous avez commencé à Pékin, vous êtes arrivé jusqu'à Tokyo, et vous avez été champion du monde, champion d'Europe, vous avez été champion olympique, champion de France. Alors ma première question, est-ce que vous avez une vitrine particulière ou une chambre particulière dans votre appartement pour mettre toutes les coupes, médailles, etc. que vous avez ? C'est vrai. Non, j'ai pas tout ça, mais c'est vrai qu'elles sont elles ont plus d'importance, on va dire, ces médailles paralympiques que les autres, mais j'ai tendance à les laisser libres, à l'air libre pour que les gens puissent les voir et notamment les enfants quand je vais dans les écoles, etc. Donc elles sont précieuses dans mon cœur, on va dire, mais matériellement, elles peuvent passer de main en main et de coup en coup, ça me dérange pas du tout. Une deuxième question qui est aussi sérieuse que la première. Je connais l'Orne et je connais Argentan. Alors comment ça se fait ? Qu'est-ce que fait-on à Argentan pour qu'effectivement on puisse avoir un sportif comme vous assez haut niveau ? Ouais, confirmé quoi. Qu'est-ce qui fait ? Je sais pas. C'est un très grand club évidemment avec des super entraîneurs. Il y a une très bonne dynamique et je pense que tout ça mélangé avec un petit peu de sang normand, ça aide à rivaliser avec les étrangers et à les battre, on va dire, assez régulièrement. Dis-moi Florian, je voulais te féliciter aussi parce que c'est quand même formidable. 4 jeux, encore une médaille. Florian Peut-être qu'il y en aura une prochaine à Paris, on l'espère. Pourquoi pas, 2024. Tu seras encore là ? Ouais, alors moi j'ai pour objectif d'aller au moins jusqu'à Paris. Je pense que d'avoir les jeux dans son pays, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Après, il faudra passer par des qualifications, des choses comme ça, mais j'ai la chance d'être assez haut classé au niveau mondial, donc oui, on va dire que
dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, l'objectif, ça sera de se préparer pour Paris et d'aller encore chercher au moins une médaille. Ouais. Est-ce que pour tous nos éditeurs qui finalement, alors tout le monde joue au ping-pong, on joue tous ce ping-pong, bien sûr, beaucoup moins bien que Florian, bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça change quelles sont les règles spécifiques qui vont être adaptées au ping-pong ou au tennis de table paralympique par rapport au classique qu'on connaît tous dans nos cours d'école? Alors on a un sport qui est quand même très très accessible aux personnes avec un handicap, puisque les règles sont, on va dire, pratiquement les mêmes. Elles changent juste au niveau du service, où on n'a pas le droit de servir sur les côtés ou petits côtés. Après, dans le jeu, par contre, on a le droit de mettre des balles courtes, de mettre des balles petits côtés, tout plein de choses. Les tables sont à la même hauteur, les raquettes sont les mêmes. Donc, en individuel, en tout cas, les règles ne varient pas trop. Et en double, vous pour les valides, donc ce sera chacun votre tour, et nous pour les fauteuils, pour simplifier, ce sera chacun son côté. Voilà. Sinon, les règles sont les mêmes, sensiblement les mêmes. Juste, vous êtes en fauteuil roulant depuis très 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 jeune, et comment vous êtes arrivé justement à choisir le tennis des tables? Pourquoi le tennis des tables? Pourquoi pas le basket ou d'autres sports? Ouais, alors totalement par hasard. Moi, j'ai eu une maladie dans la moelle épinière à l'âge de 18 mois, donc on peut considérer que j'ai toujours été en fauteuil, ou avec un handicap en tout cas. Mais c'est vrai que mes parents se sont toujours battus pour que je sois mélangé avec les valides. Donc j'ai pu aller à l'école dans des écoles professionnelles. Et voilà, au club en tout cas, je suis arrivé, j'étais le seul, on va dire, en fauteuil roulant. Mais j'ai dit bonjour, je vais faire du ping-pong. Alors je pense qu'ils m'ont regardé avec des grands yeux, donc ils se dire oh là là, ça va être galère, qu'est-ce qu'on va faire de lui. Mais ils avaient déjà sans doute l'esprit ouvert, puisqu'ils m'ont dit écoute, pas de problème, viens le mercredi, le jour des enfants, et puis voilà, ils m'ont entraîné, on va dire, comme un enfant sans handicap, ou en tout cas avec les personnes valides. Et puis petit à petit on a fait du spécifique handi, mais ça s'est vraiment fait totalement par hasard, et j'ai eu la chance d'avoir des super éducateurs qui se sont pas arrêtés, on va dire, au fauteuil. Florian Mérien avec nous ce soir, plongé, je le rappelle, médaillé de bronze par équipe au dernier JO de Tokyo. Le regard et aussi l'évolution de l'handisport en France, comment se passe-t-il, Florian? Alors. L'évolution, on va dire que ça évolue plutôt bien, puisque sinon je serais pas sur votre antenne ce soir. Donc déjà, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez. Alors, on va dire pour moi, mais en tout cas, je vais mettre tous les sportifs handisport dans le lot. On est quand même très en retard, il faut le dire, puisque que ce soit en termes de médiatisation, que ce soit en termes de... Moi, je suis pas du tout professionnel, par exemple, je travaille à côté. On est quand même loin des valides. Mais par contre... encore une fois, j'ai l'impression que cette année, alors moi je reviens de Tokyo depuis hier, donc je sais pas ce qui s'est passé en France et j'ai pas vu tout ce qui s'était passé, mais pour avoir eu des retours, en tout cas, les retours sont très positifs. J'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui a regardé ces jeux, qui s'est intéressé à ces jeux, et encore, je vais redire ce que j'ai dit au début, mais la preuve, puisque je suis en direct sur votre antenne. Et je me rappelle qu'on avait vraiment découvert, je sais pas, il y a eu une espèce de boom de l'handisport aux Jeux Olympiques de Londres. Est-ce qu'on va pouvoir vivre la même chose à Paris? On sait que vous vous battez effectivement pour que les médailles soient les mêmes que pour les valides, que le temps d'antenne dans les médias soit au moins beaucoup plus élevé qu'il ne l'est actuellement, qu'il y ait des retransmissions sportives, pas uniquement que pour les Jeux Olympiques, mais pour les championnats d'Europe, les championnats du monde, le championnat de France. Vous pensez effectivement que pour Paris 2024, on va pouvoir changer de cap et vivre quelque chose de différent pour le handisport? Malheureusement, si ça tenait qu'à moi, je vous dirais oui, et j'essaierai de tout faire pour. On l'espère en tout cas. Le fait de communiquer, on va dire, comme une seule et même équipe olympique et paralympique, que les médias soient quand même, on va dire, très intéressés, qu'il y ait une candidature commune. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir faire ça. Après, voilà, il reste 3 ans. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne le sais pas. Je pense que le regard de la population doit changer aussi sur le handicap, et pour que ce regard change, il faut montrer au maximum le handicap et les personnes handicapées, essayer de les intégrer au maximum
que ce soit dans les médias, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, en tant que présentateur, en tant que chroniqueur, en tant que plein de choses, mais d'intervenant en tout cas, et que on va dire que le fait qu'il y ait une personne visible en fauteuil par exemple, ou amputée, ou peu importe, et ça ne soit plus en se disant oh tiens regarde il y a une personne handicapée, mais que ça soit la norme ou la normalité. Je suis d'accord. Très intéressant, Florian. On en est évidemment loin, mais on l'espère. On va poursuivre avant de terminer cette magnifique interview. Frédéric. Ce que Florian est en train de dire, est-ce que tu penses que justement c'est un travail collectif qu'on doit tous faire sur le regard que la société a de l'autre ou de celui qui a un handicap, etc. Et que si on faisait ce travail collectif-là et qu'on s'acceptait un petit peu tous, il y aurait, je pense, plus de visibilité pour l'handisport. Ouais, alors je ne sais pas si c'est vraiment une question d'acceptation. Moi, j'ai plus l'impression que on est encore une minorité très peu visible. J'ai envie de dire, après de toute façon, on sait qu'il y a des normes et qu'on est assez loin d'une égalité qu'il arrive. Mais moi, je suis pas forcément dans un discours négationniste ou négatif sur il n'y a rien de fait pour les handicapés, etc. C'est pas le cas. Moi, je suis vraiment convaincu que jour après jour, en tout cas, ça avance, que ce soit en termes d'acceptation peut-être, mais en tout cas en termes vraiment de visibilité, que la vie quotidienne soit de plus en plus adaptée aux personnes handicapées. Mais en tout cas, oui, on le voit dans notre société que évidemment il y a des différences, que ce soit garçon-fille, que ce soit par rapport à la couleur de peau, que ce soit par rapport à plein de choses, et notamment en effet par rapport au handicap. Donc oui, moi j'ai envie de dire évidemment qu'il faut tous vivre main dans la main, et peu importe nos différences si elles existent, mais en tout cas j'espère que ça avancera dans le futur comme ça avance. On espère, et en ça tout cas. a pu avancer notamment pour les Jeux paralympiques. Florian, on termine avec Louis-Marie. J'ai une toute petite question, toute simple. Il y a eu pas mal de débats à la fin des Jeux paralympiques pour savoir si il fallait les mettre en même temps que les Jeux olympiques, avant, ou garder la position après, comme c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui te semblerait préférable à toi pour l'exposition dont tu parles ? Alors oui, dans l'absolu, la meilleure des choses, ce serait de mettre en même temps. Sauf que qui dit en même temps dit le double de tout. C'est-à-dire le double en termes de village paralympique d'accueil, le double en termes d'antenne, le double en termes de durée des Jeux olympiques et paralympiques, du coup, puisqu'on a le même nombre d'athlètes, ou en tout cas pratiquement le même nombre d'épreuves ou des choses comme ça. Est-ce que les sportifs pros, au lieu d'être pris 3 semaines, vont être libérés 1 mois et demi? J'ai du mal à y croire. Après, est-ce que c'est mieux avant ou après? Je sais pas. On dit toujours, si on mettait avant, comme ça, les médias s'y intéresseraient. Moi, j'ai tendance à dire que si les médias ne veulent pas s'y intéresser plus que ça, de toute façon, ils arriveront après pour les Jeux Olympiques et ça changera pas. Florian Merlin. Oui, allez-y, terminez. Désolé. Non, mais juste pour dire que pour moi, c'est pas une question de avant, après, pendant. C'est, il faudrait que les médias s'y intéressent vraiment, et peu importe à quelle date. Alors, juste un petit commentaire. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes allé à Pékin, à Londres, à Rio, à Tokyo. Voyagé, hein. Donc vous serez à Paris parce que Argenton de Paris, c'est à peine 200 km. C'est à côté, hein, la Normandie. C'est juste à côté. Donc, en tout cas, les supporters ont prévu de venir. Et c'est super. On s'y retrouvera tous là-bas. On espère en tout cas. Florian Merlin, passez bien le bonsoir à toute la Normandie, merci et aussi beaucoup. Un grand merci pour toutes ces réponses. On rappelle, pongiste du club handisport d'Argenton dans l'Orne, et aussi il a remporté par équipe médaille de bronze, au dernier JO paralympique de Tokyo. Un grand merci à vous. On va poursuivre cette émission avec Memphis Depay. Time Sport. La troisième mi-temps. Ça fait tant parler. Il rejoint le mythe donc de Johan Cruyff, mais il vise encore beaucoup plus haut. Il disait auteur d'un magnifique triplé face à la Turquie. Je le rappelle, 6-1 ce mardi soir. Memphis Depay donc rejoint un certain Johan Cruyff, une gloire, une personne qui est au panthéon du football. C'est même plus une gloire. Johan Cruyff. Johan Cruyff, c'est vrai qu'on parle. C'est vrai. Selon Louis-Marie, il y en a qui diront juste une gloire. Il y en a que c'est comme par exemple la comparaison avec
Allez, avec le Diego Maradona, appelé le roi du ballon, et encore, je peux en citer. Il fait partie de ceux-là, mais Johan. a-t-il la carrure, justement, pour le FC Barcelone, pour le porter vivement? Frédéric. Pour le FC et on Barcelone rejoindra actuel, après. je dirais totalement Oui, oui. Marie, Juan José. Ça aurait été un autre FC Barcelone, j'aurais dit que Memphis était un petit peu en deçà. Là, Memphis, il a 27 ans. Je pense qu'il arrive à maturité. Après un passage assez raté à Man U quand il va à Lyon, il avait 12 ans. C'était un joueur qui était assez individualiste, qui a énormément progressé, qui marque beaucoup plus de buts, qui est beaucoup plus décisif. Donc je pense qu'il arrive au Barça au sommet de son art. Cette saison, il a marqué 25 buts, 13 passes décisives. Et puis, il est devenu un leader. Et ça, c'est quelque chose que Memphis n'avait pas. Il arrive au Barça, qui est privé de Messi. Griezmann est parti à l'Atlético. D'accord, vous allez me dire, Griezmann au Barça, c'était pas ça, mais c'était quand même un atout offensif. Là, je pense que ça va être le leader d'attaque et c'est lui qui va porter cette équipe. Ça, il va leur faire beaucoup de bien. Moi, je trouve qu'il est très, 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 très sous-estimé. Pourquoi ? Notamment en France. En France, on le regarde de haut parce qu'il a joué à Lyon et qu'on s'étonne qu'un top joueur puisse jouer à Lyon. Très sincèrement, c'est comme ça que je le ressens. Parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a eu de l'avoir. Pour moi, c'est un joueur qui est brillant, qui est de la classe des tout meilleurs attaquants d'Europe. On le dit, il a que 27 ans, il est déjà capitaine par intermittence, parce que c'est souvent Virgil van Dijk, mais bon, des Pays-Bas. Il est le leader offensif de cette équipe depuis 3-4 saisons. Ça date pas d'hier. Ça fait très longtemps que c'est le patron de cette équipe. À Lyon, il a tout éclaté. Ok, il s'est raté à Man U, mais il avait 13 ans et demi, donc ça compte pas vraiment. Faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est pas qu'il est. La question n'est pas de se demander s'il va être au niveau du Barça. C'est est-ce que le Barça actuel va être à son niveau. Ouais. Je vois pas beaucoup d'autres joueurs dans l'effectif actuel du Barça qui évoluent dans les mêmes sphères que Memphis Depay aujourd'hui. Parce que Agüero, Dembélé, tous ces intermittents du spectacle qui sont un peu plus âgés, ou qui sont des intermittents. Excusez-moi, non mais Dembélé, c'est loin d'être, c'est très très loin d'être Memphis Depay aujourd'hui. Ouais. Juan José, allez. Alors, Memphis à Barcelone, c'est une surprise. Ouais. Alors, une surprise, je m'explique. Une surprise, pas vraiment dans le sens où on l'attendait depuis 2 saisons. À plusieurs reprises, on a essayé de le faire venir et ça n'a pas marché. Mais c'est une surprise parce que son début de saison est quand même stratosphérique. On l'attendait pas du tout à ce niveau. Il a marqué 2 buts en Liga, mais il est décisif dans le jeu. Mais comme à Lyon, il est aérien dans son jeu. Et en face, et tu as tout à fait raison, il y a Dembélé qui est là parfois et parfois n'est pas là, et Griezmann qui n'était pas du tout dans le club. Donc effectivement, là, il a repris le flambeau, entre guillemets, laissé par Messi, et il a réussi à enflammer un peu le public catalan qui était assez triste. Donc c'est une surprise à ce niveau-là. Moi personnellement, je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Parce que tu as parlé, c'est un grand joueur, mais son passage à Lyon, il y a eu des hauts et des bas. Mais parce que l'équipe, mais donc parce que ça qui l'équipe n'était pas à son niveau. Moi, ce que je dis juste, c'est que je trouve qu'à Lyon, il était très très fort, mais il était un peu esselé. Et faut reconnaître, je vois ce que veulent dire mes camarades, c'est que quelque part, il ne se forçait pas toujours. Oui. Là, au Barça, on pouvait se douter que, passant un cap, il allait forcer le trait. Parce qu'aux Pays-Bas, il arrivait à le faire. Il était beaucoup plus régulier en équipe des Pays-Bas qu'il ne l'était à Lyon. Moi, un mec qui est le patron de l'équipe des Pays-Bas, qui l'emmène en Coupe du Monde, qui l'emmène à l'Euro. On termine avant la pause et on essaiera d'avoir Achille après. Je pense que le problème de Memphis, c'est que comme on l'avait pas encore vu dans un très grand club briller, tout le monde était sceptique parce qu'on se dit il est bon à Lyon, mais je rejoins Juan José, il avait quand même des hauts et des bas. Il me faisait penser un peu à un Pogba. Ça veut dire le joueur il choisit ses matchs, tu peux le voir très bon pendant quelques matchs et puis après tu te demandes où est Memphis. Donc je pense que les gens sont surpris par le niveau qu'il a en ce début de saison et par le potentiel qu'il peut apporter à cette équipe. Et les supporters se reprennent à rêver. Ils se disent on a peut-être plus Messi, on a plus au niveau technique, on manque quand même de joueurs, mais peut-être que Memphis va nous emmener à un niveau. Vous restez avec nous pour la dernière partie avec toute l'équipe de Time Sport. On revient à fond la caisse après une courte pause. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Allez, encore un petit mot sur Memphis Depay avec Achille qui est toujours avec nous du côté du Standard avant de retrouver aussi l'US Open. On terminera avec l'équipe de France. Mais non, même pas, la trêve, parce que ça fait tant parler, Jagé. Justement, Achille, alors avec nous. Oui, Achille, un mot concernant Memphis Depay. Oui, j'ai entendu un peu tout ce qui s'est dit. Je partage un peu l'avis de Frédéric, dans le sens où Memphis, malheureusement pour lui, il a eu une histoire de vie très particulière et très compliquée, comme d'ailleurs pas mal de footballeurs. Il a une histoire quand même assez atypique. Je pense qu'il est arrivé un peu trop tôt à Manchester United
et auréolé de toutes les éloges qu'il avait aux Pays-Bas, où il était déjà la superstar du pays. Et le fait d'arriver à Lyon a fait beaucoup de bien à sa carrière. Et ça lui a fait preuve d'humilité. Et si vous regardez bien, à Lyon, il a réussi à s'épanouir, que ce soit personnellement, et ça a rejailli sur le terrain. Au début, quand il arrivait à Lyon, c'était un peu poussif, c'était pas trop ça, et il a pris confiance au moment où Lyon en avait le plus besoin. Souvenez-vous des duels entre l'OM et l'OL, et notamment le but qui marque, je crois, si je dis pas de bêtises, pour le 2-2 ou le 3 partout au Vélodrome. Et vous voyez que c'est devenu un homme en fait. Ouais. Il s'est épanoui, il s'est rapproché de ses racines, et aujourd'hui il a le mental, le football qui va avec. Et d'ailleurs, ne disons pas, il y a même pas 2 ans, il avait les croisés. Ouais. Non mais tu es d'accord avec moi sur le fait que déjà on est un peu surpris de la qualité qu'il a montré, enfin l'état d'esprit qu'il a montré en arrivant à Barcelone et ses performances. Le fait peut-être effectivement qu'il y a Koeman qui le voulait et qui a beaucoup insisté pour le faire venir à Barcelone. Et puis il y a aussi le fait que il a 27 ans, comme disait Louis-Marie, et c'est quelqu'un qui est arrivé à maturité, et c'est maintenant quand il commence à mettre à profit justement cette maturité. Tu l'as dit, il s'est peut-être épanoui à un certain temps du côté des Lions, mais peut-être qu'il était aussi beaucoup plus jeune. Maintenant, il s'épanouit du côté de Barcelone, où il a la confiance de l'entraîneur, il a la confiance pour l'instant du public. N'oublions pas qu'il y a que 3 matchs de Liga pour l'instant, et il a la confiance aussi de son équipe nationale, où il a encore performé. C'est la superstar qu'on attendait à 19 ans. La Turquie. Merci Achille d'avoir réagi avec nous sur Manfred Dopal. Rapidement, avant de parler de l'US Open. Un peu symptomatique du joueur et de l'homme, c'est à Lyon, quand Marcelo s'est retrouvé pris à partie par les supporters et qu'on lui tirait sur lui de tous les côtés, l'un des rares qui était monté au créneau pour le défendre, c'était Memphis, et qui avait été vraiment comme un capitaine. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait pris une autre dimension, et que dans la tête, il avait quand même pris en maturité. On regardera ça de près, ça c'est promis pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Allez, la suite avec le tennis. Time Sport. Tournoi du Grand Chelem, Emma Raducanu qui passe en demi-finale après sa victoire assez convaincante. La Britannique devient donc Louis-Marie, Frédéric et aussi Juan José, la première joueuse issue des qualifications, à atteindre le dernier carré du Major américain de l'Air Open. Ça, c'est quand même une sacrée histoire, Raducanu, parce que personne la connaissait avant Wimbledon, même si elle avait fait une carrière junior honorable, parce qu'elle était top 20 18 junior. ans. C'était pas mal, mais c'était pas un énorme espoir de sa catégorie. On ne l'attendait pas très haut, et finalement on la voit arriver à Wimbledon. On se dit une Anglaise qui a une invitation, nous on en donne 10 à nos joueuses qui disparaissent dès les premiers tours. Non, voilà. Arrête, tu Marie, mais non. On est trop généreux avec les wildcards en France. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais en l'occurrence, elle fait un super Wimbledon, elle va en 8e de finale. Elle finit par perdre sur blessure, mais elle est tout sauf ridicule. Et là, mais c'est pas qu'elle se qualifie en demi et elle marche sur tout le monde. Pour vous donner une idée, elle se qualifie en quart en perdant 15 jeux en 4 matchs. C'est-à-dire que la dernière à avoir perdu aussi peu de jeux, donc 15 jeux en 4 matchs, et 15 jeux en 8 sets. Donc ça vous donne une idée, ça veut dire même pas 2 jeux par set. Donc c'est que des roustes, c'est très clair. La dernière à avoir fait ça, c'est Serena Williams qui en avait perdu 13. Une petite référence quand même, Serena, on va pas oublier. On va pas lui mettre la pression quand même. Non, mais ce qui est énorme, c'est juste pour dire qu'elle s'est pas seulement qualifiée, elle met des tannés à tout le monde. Bencic, elle lui a mis une rousse, elle a perdu 5 jeux, c'est la championne olympique, Belinda Bencic. Elle l'a tollé. Donc Raducanu, c'est une tornade, et elle a du chou, la petite, elle a fait des études, elle est très très réfléchie. Non, c'est vraiment une championne. Le mari, comment l'expliquer à ce niveau-là, quand même 18 ans, Frédéric? Mais alors, moi, je pense qu'il y a toujours, à un moment donné, dans le tennis, des sensations, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes. On voit des joueurs qui se révèlent et qui arrivent à faire des performances qu'on n'attend pas. Et là, c'est même plus une surprise, comme dit Louis, c'est une confirmation. Parce que à ce niveau-là, quand tu arrives en demi-finale et que tu tapes tout le monde, c'est que t'es pas là par hasard. Tu bats des joueuses de qualité. Et moi, je pense qu'elle peut encore rêver plus haut. Parce que le tennis féminin,
Elle va gagner le tournoi. À l'abri d'une surprise, ça arrive très souvent. Moi, je vois pas qui va la battre. Et je pense qu'elle a tout le potentiel pour gagner la compétition. Si elle ne flanche pas mentalement, elle a toutes ses chances pour gagner le SBL. Je me permets juste vous avez parlé effectivement quelqu'un sorti des qualifications. Alors, étant un peu plus vieux que vous tous, je me rappelle tout simplement d'un Brésilien, Kuerten, qui est sorti des qualifications Roland Garros. Permets-moi de te détromper parce qu'il n'était pas sorti des qualifs, il était 67e mondial. 67e. Donc il n'était pas sorti des qualifs. C'est pas mal, Gustavo. C'est à l'époque où la polémique était où il était habillé avec un shirt bleu et jaune. Et j'étais en conférence de presse à Roland Garros avec le président de l'époque, Christian Bim, si je me rappelle bien, et qu'il avait critiqué parce que il nous disait il perturbe les joueurs adverses avec son shirt jaune. Non mais après pour finir sur Raducanu, avant le dernier sujet, elle a une super histoire parce que à côté de tu me demandais pourquoi elle est avec l'Ocitar, il y a aussi quelque chose. Déjà elle s'est blessée, mais aussi ses parents ont tenu à ce qu'elle fasse des études et à les pousser assez loin. Et dans le tennis, il y a un sport où c'est compliqué de faire les deux en même temps, tennis et études. C'est bien celui-là parce que finalement le tennis c'est un grand cirque itinérant, faut bouger tout le temps, faut faire des voyages. Et il y a un moment faire des études en même temps c'est très compliqué. Elle a poussé un petit peu plus loin que les autres. Et elle en tire aujourd'hui les leçons. Elle le dit elle-même. Elle dit ça m'a donné une certaine maturité, une certaine appétence à la réflexion qui m'aide sur le tennis parce que c'est un sport où il faut un peu réfléchir même s'il y a de l'instinct comme disait Frédéric. En tout cas voilà c'est une super histoire. Moi je la vois bien gagner le tournoi mais ça veut rien dire parce que sur un match tout peut s'écrouler mais comme il n'y a pas de super patronne dans cette US Open et que c'est ouvert, elles vont toutes se jouer entre outsiders. Donc ça va être intéressant. Deuxième rappel historique. Premier Roland Garros, 18 ans, Rafa Nadal, il le gagne. Non, 19 ans parce qu'il était blessé. Il était déjà tête de série quand il arrive à 19 ans. 18 ans, on de faire passer. Oui, mais il est déjà tête de série. On triche là, c'est pas bon. Ah ben oui, voilà. Mais tête de série, 18 ans. Il est tête de série, il n'est pas une surprise. C'était son premier Roland Garros. Mais on l'attendait depuis qu'il avait 13 ans. C'est pas une surprise, Nadal. Attention. Ouais, il était avec Gasquet. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Il a essayé contre Rosset, c'est la première fois que je le vois comme ça. Pour 2 semaines. Non, je te chipote parce que tu m'expliques que c'est une surprise. Quand t'es tête de série et que tu viens de gagner à Rome, que tu vas gagner à Rome, t'es pas une surprise quand tu gagnes Roland. Te moques de moi. Le mari, notre réalisateur, Yanis a été tristouné. Et oui, avec cette trêve internationale qui est arrivée à son terme. Il aurait voulu revoir ses joueurs, justement, dans cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. Et les joueurs de l'équipe de France sont repartis vers leurs clubs respectifs. Mais quand même, Frédéric. Pas tout à fait arrivé à son terme. Parce que les équipes sud-américaines jouent c'est vrai, encore, on a oublié aussi. PSG va être l'Espagne ce soir. L'Espagne aussi. En tout cas pour l'équipe de France. Mais c'est vrai. Merci de m'avoir repris. Mais alors, elle est assez longue quand même cette trêve, elle est assez longue. Messieurs, dames. Quasiment 2 semaines, quoi. Ouais, ça mais fait réfléchir pas mal de monde. Tu rates qu'un week-end. Moi, ça me choque pas parce que tu rates qu'un week-end de championnat. Et il y a un moment, c'est bien. Moi, j'aime bien que les coachs d'équipe nationale ont 3 matchs consécutifs pour faire bosser leurs équipes. Parce que c'est quand même compliqué quand t'es coach de récupérer tes mecs une semaine, t'as match 3 jours après avoir le rassemblement. Je préfère avoir moins de rassemblements dans l'année, mais qui soit plus efficace et un peu plus long. Ça permet aussi aux coachs, tu dis de la trêve longue. Moi, je connais quelques coachs en Ligue 1 qui sont très très contents que ça soit longue, notamment du côté de Bordeaux où t'as une dizaine de mecs à intégrer, où ils sont. Alors là, ça clash sur les réseaux. Ils sont ravis. Je pense que Petkovic à Bordeaux, c'est tombé du ciel cette trêve pour lui. Donc ça dépend des gens. Donc non, je pense comme lui, je pense pas qu'elle soit longue, tout le contraire, parce que déjà effectivement il y a qu'un week-end qu'on rate entre guillemets de Liga, ça permet aux joueurs qui n'ont pas été sélectionnés de terminer sa préparation. Rappelez-vous, on est à 3, 4 voire 5 matchs des championnats, donc les équipes sont pas encore à 100%. Donc ça permet aussi de peaufiner la préparation et de se reposer un tout petit peu. Et ça permet à ceux qui ont été sélectionnés de penser aussi à autre chose. Et ce break, parce que c'est un break, même s'ils continuent à jouer avec leur équipe nationale, mais c'est quand même un break psychologique qui est assez important. Et
un week-end pas de Liga ou de Ligue 1, c'est pas du tout important. Oui. Ce qui peut être plus inquiétant, c'est qu'on va enchaîner dans à peine 2 mois avec un nouveau break, parce qu'il y a Noël qui va arriver pour certains championnats. Ça va s'arrêter un peu plus longtemps. Mais sinon, pour le reste, non, c'est bienvenu, parce que ça permet de rythmer aussi, donc un peu le calendrier, comme dit Louis-Marie, avec les équipes nationaux, où effectivement tu peux jouer 3 matchs et tu peux travailler pendant 10 jours avec tes joueurs. Après, visiblement, c'est compliqué pour certains clubs, parce que j'ai vu que le FC Séville avait fait une demande de report du match Séville-Barcelone. Oui, c'est très particulier. Qui a d'ailleurs obtenu le report de ce match. Donc ça veut quand même dire que. Mais pas le Real, par exemple. Pas le Real, mais ça pose quand même. Parce qu'il y a le cas des joueurs latino-américains, effectivement, qui sont. Ça, c'est vrai qu'il y a mais là, on est plus sur une problématique de décalage des calendriers entre les continents. Et là, c'est encore un autre sujet. Les confédérations de football. Voilà, c'est pas tant la trêve, parce que finalement que l'équipe nationale ait 10 jours, 15 jours pour travailler, c'est pas indécent. Ouais. Moi, je trouve pas ça choquant, et globalement, c'est bien aussi, comme le disait Juan José, pour les phases de préparation, avoir des blocs de matchs où tu mets des préparations spécifiques sur un certain nombre de matchs, et ça donne des objectifs et ça te rythme une saison pour un entraîneur et des préparateurs physiques. Donc moi, j'y vois pas beaucoup de mal. Ouais. Non, c'est intéressant. Je te dis, après, effectivement, il y a la trêve hivernale qui va arriver, qui est peut-être plus longue en France qu'en Espagne, de quelques jours, pas plus que ça. Mais de toute façon, la trêve, effectivement, est intéressante à ce niveau-là. Mais encore une fois, ce que j'apprécie là-dedans, c'est justement qu'on puisse rationaliser le calendrier, qui est déjà assez quand même fou pour les joueurs pros. Un joueur international qui joue les Coupes d'Europe et limiter les allers-retours, surtout. Peut terminer à 70 matchs par saison. Et n'oublions pas, on avait fait combien l'an dernier ? En décembre, on a le mondial de Qatar qui arrive. Donc effectivement, c'est une saison très, très compliquée. Et au mois d'octobre, vous avez l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, l'Europe des Nations. Voilà. C'est super. Voilà, c'est au menu. Et c'est Juan José. Tu l'annonces comme une belle paella. C'est magnifique, ça. Voilà, la fin. Allez, le mot de la fin avec toi. Frédéric. On est prêt on a fini la trêve. On est prêt pour enchaîner, là, avec la Ligue 1 et les compétitions qui vont commencer. Et puis le retour de la Ligue des Champions très bientôt. Ben voilà, c'est Frédéric, notre consultante. Un petit clin d'œil à Kamel, à qui nous pensons aussi. Il y avait qui? Il y avait Eric, Erika, sans oublier Guillaume et Yasmine, voilà, qui étaient ce soir à l'écoute de cette émission. On se retrouve dès demain sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes. Demain, 19h. Non, c'est pas 19h, c'est 20h. 21h, c'est les nouveaux horaires de Tam Sport. Allez, bye bye et belle soirée à toutes. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.